Chapitre 25. Loi générale de l'accumulation capitaliste. 1. La composition du capital restant la même, le progrès de l'accumulation tend à faire monter le taux des salaires. Nous avons maintenant à traiter de l'influence que l'accroissement du capital exerce sur le sort de la classe ouvrière. La donnée la plus importante pour la solution de ce problème, c'est la composition du capital et les changements qu'elle subit dans le progrès de l'accumulation. La composition du capital se présente à un double point de vue. Sous le rapport de la valeur, elle est déterminée par la proportion suivant laquelle le capital se décompose en partie constante, la valeur des moyens de production, et partie variable, la valeur de la force ouvrière, la somme des salaires. Sous le rapport de sa matière, tant qu'elle fonctionne dans le procès de production, tout capital consiste en moyens de production et en force ouvrière agissante, et sa composition est déterminée par la proportion qu'il y a entre la masse des moyens de production employés et la quantité de travail nécessaire pour les mettre en œuvre. La première composition du capital est la composition valeur, la deuxième, la composition technique. Enfin, pour exprimer le lien intime qu'il y a entre l'une et l'autre, nous appellerons composition organique du capital sa composition valeur, en tant qu'elle dépend de sa composition technique, et que par conséquent, les changements survenus dans celle-ci se réfléchissent dans celle-là. Quand nous parlons en général de la composition du capital, il s'agit toujours de sa composition organique. Les capitaux nombreux placés dans une même branche de production et fonctionnant entre les mains d'une multitude de capitalistes, indépendants les uns des autres, diffèrent plus ou moins de composition. Mais la moyenne de leur composition particulière constitue la composition du capital total consacré à cette branche de production. D'une branche de production à l'autre, la composition moyenne du capital varie grandement. Mais la moyenne de toutes ces compositions moyennes constitue la composition du capital social employé dans un pays, et c'est de celle-là qu'il s'agit en dernier lieu dans les recherches suivantes. Après ces remarques préliminaires, revenons à l'accumulation capitaliste. L'accroissement du capital renferme l'accroissement de sa partie variable. En d'autres termes, une quote-part de la plus-value cristallisée doit s'avancer en salaire. Supposez donc que la composition du capital reste la même, la demande de travail marchera de front avec l'accumulation, et la partie variable du capital augmentera au moins dans la même proportion que sa masse totale. Dans ces données, le progrès constant de l'accumulation doit même, tôt ou tard, amener une hausse graduelle des salaires. En effet, une partie de la plus-value, ce fruit annuel, vient annuellement s'adjoindre au capital acquis. Puis, cet incrément annuel grossit lui-même à mesure que le capital fonctionnant s'enfle davantage. Enfin, si les circonstances exceptionnellement favorables, l'ouverture de nouveaux marchés au dehors, de nouvelles sphères de placement à l'intérieur, etc., viennent à l'aiguillonner, la passion du gain jettera brusquement de plus fortes portions du produit net dans le fond de la reproduction pour en dilater encore l'échelle. De tout cela, il résulte que chaque année fournira de l'emploi pour un nombre de salariés supérieur à celui de l'année précédente, et qu'à un moment donné, les besoins de l'accumulation commenceront à dépasser l'offre ordinaire de travail. Dès lors, le taux des salaires doit suivre un mouvement ascendant. Ce fut en Angleterre, pendant presque tout le XVe siècle et dans la première moitié du XVIIIe, un sujet de lamentation continuelle. Cependant, les circonstances plus ou moins favorables au milieu desquelles la classe ouvrière se reproduit et se multiplie ne changent rien au caractère fondamental de la reproduction capitaliste. De même que la reproduction simple ramène constamment le même rapport social, capitalisme et salariat, ainsi l'accumulation ne fait que reproduire ce rapport sur une échelle également progressive, avec plus de capitalistes ou de plus gros capitalistes d'un côté, plus de salariés de l'autre. La reproduction du capital renferme celle de son grand instrument de mise en valeur, la force de travail. Accumulation du capital est donc en même temps accroissement du prolétariat. Note 86. Cette identité, de deux termes opposés en apparence, Adam Smith, Ricardo et autres, l'ont si bien saisi que pour eux, l'accumulation du capital n'est même autre chose que la consommation par des travailleurs productifs de toute la partie capitalisée du produit net, ou, ce qui revient au même, sa conversion en un supplément de prolétaires. Déjà, en 1696, John Bellers s'écrie. Ouvrez les guillemets. Si quelqu'un avait 100 000 arpents de terre et autant de livres d'argent et autant de bétail, que serait cet homme riche sans le travailleur, sinon un simple travailleur? Et, puisque ce sont les travailleurs qui font les riches, plus il y a des premiers, plus il y aura des autres, le travail du pauvre étant la mine du riche.
Note 87. Fermez les guillemets. De même, Bertrand de Mandeville enseigne, au commencement du XVIIIe siècle, ouvrez les guillemets. Là où la propriété est suffisamment protégée, il serait plus facile de vivre sans argent que sans pauvre, car qui ferait le travail? S'il ne faut donc pas affamer les travailleurs, il ne faut pas non plus leur donner tant qu'il vaille la peine de thésauriser. Si, ça et là, en se serrant le ventre et à force d'une application extraordinaire, quelque individu de la classe infime s'élève au-dessus de sa condition, personne ne doit l'en empêcher. Au contraire, on ne saurait nier que mener une vie frugale soit la conduite la plus sage pour chaque particulier, pour chaque famille prise à part. Mais ce n'en est pas moins l'intérêt de toutes les nations riches que la plus grande partie des pauvres ne reste jamais inactive, et dépense néanmoins toujours sa recette. Ceux qui gagnent leur vie par un labeur quotidien n'ont d'autre aiguillon à se rendre serviable que leurs besoins, qu'il est prudent de soulager mais que ce serait folie de vouloir guérir. La seule chose qui puisse rendre l'homme de peine laborieux, c'est un salaire modéré. Suivant son tempérament, un salaire trop bas le décourage ou le désespère, un salaire trop élevé le rend insolent ou paresseux. Il résulte de ce qui précède que dans une nation libre où l'esclavage est interdit, la richesse la plus sûre consiste dans la multitude des pauvres laborieux. Outre qu'ils sont une source intarissable de recrutement pour la flotte et l'armée, sans eux il n'y aurait pas de jouissance possible, et aucun pays ne saurait tirer profit de ses produits naturels. Pour que la société, entre parenthèses, qui évidemment se compose des non-travailleurs, pour que la société soit heureuse et le peuple content même de son sort pénible, il faut que la grande majorité reste aussi ignorante que pauvre. Les connaissances développent et multiplient nos désirs, et moins un homme désire, plus ses besoins sont faciles à satisfaire. Note 88. Fermez les guillemets. Ce que Mandeville, écrivain courageux et forte tête, ne pouvait pas encore apercevoir, c'est que le mécanisme de l'accumulation augmente avec le capital la masse des pauvres laborieux, entre guillemets, c'est-à-dire des salariés convertissant leur force ouvrière en force vitale du capital et restant ainsi, bon gré mal gré, serfs de leurs propres produits incarnés dans la personne du capitaliste. Sur cet état de dépendance, comme une des nécessités reconnues du système capitaliste, Sir Frederick Morton Eden remarque, dans son ouvrage sur la situation des pauvres ou l'histoire de la classe laborieuse en Angleterre, ouvrez les guillemets. Notre zone exige du travail pour la satisfaction des besoins, et c'est pourquoi il faut qu'au moins une partie de la société travaille sans relâche. Il en est qui ne travaillent pas et qui néanmoins disposent à leur gré des produits de l'industrie. Mais ces propriétaires ne doivent cette faveur qu'à la civilisation et à l'ordre établi. Ils sont créés par les institutions civiles. Fermez les guillemets. Eden aurait dû se demander qu'est-ce qui crée les institutions civiles. Mais de son point de vue, celui de l'illusion juridique, il ne considère pas la loi comme un produit des rapports matériels de la production, mais au contraire ces rapports comme un produit de la loi. Linguet a renversé d'un seul mot l'échafaudage illusoire de l'esprit des lois de Montesquieu. L'esprit des lois, a-t-il dit, c'est la propriété. Mais laissons continuer Eden. Ouvrez les guillemets. Celles-ci, les institutions civiles, ont reconnu en effet que l'on peut s'approprier les fruits du travail autrement que par le travail. Les gens de fortune indépendante doivent cette fortune presque entièrement au travail d'autrui, et non à leur propre capacité qui ne diffère en rien de celle des autres. Ce n'est pas la possession de tant de terre ou de tant d'argent, c'est le pouvoir de disposer du travail qui distingue les riches des pauvres, the command of labor. Ce qui convient aux pauvres, ce n'est pas une condition servile et abjecte, mais un état de dépendance aisée et libérale, a state of easy and liberal dependence. Et ce qu'il faut aux gens nantis, c'est une influence, une autorité suffisante pour ceux qui travaillent pour eux. Un pareil état de dépendance, comme l'avouera tout connaisseur de la nature humaine, est indispensable au confort des travailleurs eux-mêmes. Note 89. Fermez les guillemets. Sir Frederick Morton Eden, soit dit en passant, est le seul disciple d'Adam Smith qui, au XVIIIe siècle, ait produit une œuvre remarquable. Note 90. Dans l'état de l'accumulation, tel que nous venons de le supposer, et c'est son état le plus propice aux ouvriers, leur dépendance revêt des formes tolérables, ou, comme dit Eden, des formes aisées et libérales. Au lieu de gagner en intensité, l'exploitation et la domination capitaliste gagnent simplement en extension à mesure que s'accroît le capital, et avec lui le nombre de ses sujets. Alors il revient à ceux-ci, sous forme de paiement, une plus forte portion de leur propre produit net, toujours grossissant et progressivement capitalisé,
en sorte qu'ils se trouvent à même d'élargir le cercle de leur jouissance, de se mieux nourrir, vêtir, meubler, etc., et de former de petites réserves d'argent. Mais si un meilleur traitement, une nourriture plus abondante, des vêtements plus propres et un surcroît de pécule ne font pas tomber les chaînes de l'esclavage, il en est de même de celle du salariat. Le mouvement ascendant imprimé au prix du travail, par l'accumulation du capital, prouve au contraire que la chaîne d'or à laquelle le capitaliste tient le salarié rivé, et que celui-ci ne cesse de forger, s'est déjà assez allongée pour permettre un relâchement de tension. Dans les controverses économiques sur ce sujet, on a oublié le point principal, le caractère spécifique de la production capitaliste. Là, en effet, la force ouvrière ne s'achète pas dans le but de satisfaire directement, par son service ou son produit, les besoins personnels de l'acheteur. Ce que celui-ci se propose, c'est de s'enrichir en faisant valoir son capital, en produisant des marchandises où il fixe plus de travail qu'il n'en paye, et dont la vente réalise donc une portion de valeur qui ne lui a rien coûté. Fabriquer de la plus-value, telle est la loi absolue de ce mode de production. La force ouvrière ne reste donc vendable qu'autant qu'elle conserve les moyens de production comme capital, qu'elle reproduit son propre équivalent comme capital, et qu'elle crée au capitaliste, par-dessus le marché, et un fonds de consommation et un surplus de capital. Qu'elle soit peu ou prou favorable, les conditions de la vente de la force ouvrière impliquent la nécessité de sa revente continue et la reproduction progressive de la richesse capitaliste. Il est de la nature du salaire de mettre toujours en mouvement un certain quantum de travail gratuit. L'augmentation du salaire n'indique donc au mieux qu'une diminution relative du travail gratuit que doit fournir l'ouvrier. Mais cette diminution ne peut jamais aller loin pour porter préjudice au système capitaliste. Dans nos données, le taux des salaires s'est élevé grâce à un accroissement du capital supérieur à celui du travail offert. Il n'y a qu'une alternative. Ou les salaires continuent à monter, puisque leur hausse n'empiète point sur le progrès de l'accumulation, ce qui n'a rien de merveilleux, ouvre les guillemets, car, dit Adam Smith, après que les profits ont baissé, les capitaux n'en augmentent pas moins. Ils continuent même à augmenter bien plus vite qu'auparavant. Un gros capital, quoique avec de petits profits, augmente en général plus promptement qu'un petit capital avec de gros profits. Note 91, fermez les guillemets. Alors, il est évident que la diminution du travail gratuit des ouvriers n'empêche en rien le capital d'étendre sa sphère de domination. Ce mouvement, au contraire, accoutume le travailleur à voir sa seule chance de salut dans l'enrichissement de son maître. Ou bien, émoussant l'aiguillon du gain, la hausse progressive des salaires commence à retarder la marche de l'accumulation, qui va en diminuant. Mais cette diminution même en fait disparaître la cause première, à savoir l'excès en capital comparé à l'offre de travail. Dès lors, le taux du salaire retombe à un niveau conforme aux besoins de la mise en valeur du capital, niveau qui peut être supérieur, égal ou inférieur à ce qu'il était au moment où la hausse des salaires eut lieu. De cette manière, le mécanisme de la production capitaliste écarte spontanément les obstacles qui lui arrivent parfois de créer. Il faut bien saisir le lien entre les mouvements du capital en voie d'accumulation et les vicissitudes corrélatives qui surviennent dans le taux des salaires. Tantôt, c'est un excès en capital provenant de l'accumulation accélérée qui rend le travail offert relativement insuffisant et tend par conséquent à en élever le prix. Tantôt, c'est un ralentissement de l'accumulation qui rend le travail offert relativement surabondant et en déprime le prix. Le mouvement d'expansion et de contradiction du capital en voie d'accumulation produit donc alternativement l'insuffisance ou la surabondance relative du travail offert. Mais ce n'est ni un décroissement absolu ou proportionnel du chiffre de la population ouvrière qui rend le capital surabondant dans le premier cas, ni un accroissement absolu ou proportionnel du chiffre de la population ouvrière qui rend le capital insuffisant dans l'autre. Nous rencontrons un phénomène tout à fait analogue dans les péripéties du cycle industriel. Quand vient la crise, les prix des marchandises subissent une baisse générale, et cette baisse se réfléchit dans une hausse de la valeur relative de l'argent. Par contre, quand la confiance renaît, les prix des marchandises subissent une hausse générale, et cette hausse se réfléchit dans une baisse de la valeur relative de l'argent, bien que dans les deux cas, la valeur réelle de l'argent n'éprouve pas le moindre changement. Mais de même que l'école anglaise connue sous le nom de Currency School, note 92, dénature ses faits en attribuant l'exagération des prix à une surabondance et leur dépression à un manque d'argent, de même, les économistes prenant les faits pour la cause prétendent expliquer les vicissitudes de l'accumulation par le mouvement de la population ouvrière qui fournirait tantôt trop de bras et tantôt trop peu.
La loi de la production capitaliste, ainsi métamorphosée en prétendue loi naturelle de la population, revient simplement à ceci. Le rapport entre l'accumulation du capital et le taux de salaire n'est que le rapport entre le travail gratuit, converti en capital, et le supplément de travail payé qu'exige ce capital additionnel pour être mis en œuvre. Ce n'est donc point du tout un rapport entre deux termes indépendants l'un de l'autre, à savoir d'un côté la grandeur du capital et de l'autre le chiffre de la population ouvrière, mais ce n'est en dernière analyse qu'un rapport entre le travail gratuit et le travail payé de la même population ouvrière. Si le quantum de travail gratuit que la classe ouvrière rend et que la classe capitaliste accumule s'accroît assez rapidement pour que sa conversion en capital additionnel nécessite un supplément extraordinaire de travail payé, le salaire monte, et toute autre circonstance restant les mêmes, le travail gratuit diminue proportionnellement. Mais dès que cette diminution touche au point où le surtravail qui nourrit le capital ne paraît plus offert en quantité normale, une réaction survient, une moindre partie du revenu se capitalise, l'accumulation se ralentit et le mouvement ascendant du salaire subit un contre-coup. Le prix du travail ne peut donc jamais s'élever qu'entre des limites qui laissent intactes les bases du système capitaliste et en assurent la reproduction sur une échelle progressive. Note 93. Et comment pourrait-il être autrement là où le travailleur n'existe que pour augmenter la richesse d'autrui, créée par lui? Ainsi que dans le monde religieux, l'homme est dominé par l'œuvre de son cerveau, il l'est dans le monde capitaliste par l'œuvre de sa main. Note 94.